Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nicolas Marsal, je suis enseignant-chercheur à Centrale Supélec et mon domaine d'activité s'oriente autour de ce qu'on appelle la photonique. Alors, la photonique, c'est la science qui étudie la lumière. Pour cette fête de la science, cette année un peu particulière, puisqu'elle va se passer en visio, j'ai décidé de vous montrer une manip autour d'un écran. Un écran, c'est une source de lumière, c'est également de l'électronique, et vous allez voir qu'en jouant un petit peu avec cet écran, on va pouvoir le rendre invisible. On passe tout de suite à la démonstration. Bien, alors comme je vous l'ai dit, l'idée est de réaliser un écran invisible. Alors la première question qu'on pourrait se demander, c'est quelle est l'utilité d'un tel écran? Alors je vous ai écrit ici ce qu'on appelle un cahier des charges. Donc le cahier des charges, c'est justement ce qui va lister un petit peu tout ce qu'on a besoin pour arriver à réaliser notre idée. Donc ici l'idée c'est l'écran invisible. Alors quels sont les outils pour faire ça? Un écran LCD, donc un écran de téléphone, d'ordinateur, voilà. Un cutter. La durée à peu près pour réaliser cet écran invisible, c'est à peu près 30 minutes et le coût environ 10 €. Quelle est l'utilité? Bien, par exemple, de l'intimité vis-à-vis de ses parents, de ses professeurs, voilà, puisque vous pourrez surfer librement, par exemple, sur le web, sans que personne puisse voir ce que vous êtes en train de faire. Alors, avant de vous montrer l'écran vrai, l'idée est d'abord de développer quelques notions utiles pour comprendre. C'est la fête de la science, l'idée c'est qu'on reparte avec la sensation d'avoir compris comment ça fonctionne. Alors avant toute chose, avant de vous parler de cet écran, il faut que je vous parle d'une première notion qu'on appelle la lumière. Et la lumière, vous savez que, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est une onde. Qu'est-ce qu'une onde? Eh bien, si vous prenez un caillou, par exemple, et que vous le jetez dans de l'eau, voici typiquement ce que vous allez pouvoir observer. Donc on voit ces vaguelettes, là, ces petites vagues qui apparaissent. Et du coup, on peut tout de suite essayer de dimensionner, donc de donner des grandeurs à cette vague. Alors, par exemple, ce qu'on aime bien faire en physique, c'est définir ce qu'on appelle la longueur de l'onde. Alors la longueur de l'onde, vous voyez, c'est pas bien difficile, c'est la distance entre deux vagues ici. Donc si je représente la vague qui aurait ici à la surface de l'eau, si je la représente de cette manière, eh bien la longueur de l'onde, c'est la distance entre deux sommets de la vague. Alors, si on jette un caillou dans de l'eau, typiquement, la longueur de cette onde, ce serait le centimètre, ou si on regarde la mer, la distance entre deux vagues, c'est plutôt quelques mètres, quelques dizaines de mètres. Si on s'intéresse à la lumière, et par exemple la lumière bleue, eh bien ici vous voyez que la longueur de l'onde, ce n'est plus des centimètres ni des mètres, mais des nanomètres. Pour le bleu, c'est environ 400 nanomètres. Pour se le représenter, c'est à peu près 1000 fois plus petit qu'un de vos cheveux. Pas la longueur de votre cheveu, l'épaisseur de votre cheveu. Alors, si on regarde d'autres couleurs de la lumière, le vert, c'est par exemple 500 nanomètres, le rouge, 600 nanomètres. Très bien, une autre grandeur intéressante pour la lumière, c'est l'amplitude de l'onde ici. Donc c'est simplement la hauteur de la vague. Voilà, c'est ce qui donnera l'intensité d'une onde lumineuse par la suite. Une autre notion également qu'on apprend quand on est un peu plus grand, c'est ce qu'on appelle la phase. Alors c'est pas bien compliqué, si on prend deux ondes, ici vous avez l'onde en trait plein et l'onde en tiré ici. La différence entre ces deux ondes, c'est les mêmes, sauf qu'il y en a une qui est en avance ou par rapport à l'autre, ou l'une est en retard par rapport à l'autre. Et bien cette avance ou ce retard, ce qu'on appelle encore le décalage ici, c'est ce qu'on appelle la phase. Donc si on résume à une onde, on peut lui associer plusieurs grandeurs, la longueur, la phase, l'amplitude. Et il reste une autre notion qui est peu abordée, voire pas abordée généralement en cours, c'est ce qu'on appelle la polarisation de l'onde. Alors vous allez voir, c'est très simple. Prenez cette personne qui est là, vous voyez qu'il a une corde dans la main et il est en train d'essayer de faire vibrer cette corde. Ici, la vibration est parallèle au sol. Je vous l'ai représenté ici avec le petit schéma en vert là. Et si vous prenez la même personne ici, elle essaye de faire vibrer cette onde maintenant perpendiculairement au sol, matérialisée par l'onde rouge ici. Eh bien c'est tout simple, la polarisation, c'est la direction dans laquelle va vibrer une onde. Alors, il est possible de contrôler cette direction. Alors, prenons comme exemple ici, on voit le monsieur là qui est en train, donc avec sa main, d'essayer de faire vibrer cette corde ici dans cette direction. Imaginez maintenant qu'on ait une grille, avec les barreaux de la grille orientés dans cette direction-là. On est tous d'accord que l'onde va réussir à passer la grille. Si maintenant on tourne la grille,
et on la met perpendiculaire à l'onde précédente, eh bien l'onde n'arrive plus à se propager. Gardez bien ça en tête pour la suite de l'exposé. Alors, toujours par rapport à la polarisation de la lumière, il faut savoir que la lumière qui nous entoure n'est pas polarisée. Si vous prenez par exemple la lumière du soleil, la lumière qui émane d'une vulgaire ampoule, cette lumière vibre dans n'importe quelle direction matérialisée par le schéma que vous avez là. Il n'y a donc pas de direction privilégiée de polarisation. La lumière n'est donc par conséquent pas polarisée. Néanmoins, il serait intéressant de pouvoir contrôler, voire même imposer, une certaine direction de polarisation. Et donc, l'équivalent de la grille qu'on a vu tout à l'heure pour la corde, bien si on cherche une analogie avec la lumière, on va pouvoir trouver dans la nature, alors pas dans la nature, mais on va le réaliser nous-mêmes, ce qu'on appelle un polariseur. Donc un polariseur, c'est cette espèce de bout de plastique que vous pouvez voir là, vous en avez peut-être déjà vu sur des appareils photo, sur des verres de lunettes, etc. Et donc c'est assez sombre, et c'est composé de petits barreaux, mais la seule différence par rapport à la grille pour la corde que nous avions avant, c'est que la distance ici entre les barreaux, elle est toute fine, puisqu'on se souvient que la longueur d'une onde lumineuse, eh bien c'est le nanomètre, c'est 1000 fois plus petit qu'un cheveu, donc c'est tout petit. C'est pour ça ici qu'on ne verrait pas les barreaux, mais je vous assure qu'ils sont tout fins. Alors, si on reprend une ampoule, une vulgaire ampoule, comme je vous le disais, elle vibre dans n'importe quelle direction. Les rayons qui émanent de cette ampoule vibrent dans n'importe quelle direction. Imaginez maintenant qu'on mette une grille là, qu'on mette un polariseur orienté dans cette direction-là. Mais seules les vibrations parallèles ici à ces barreaux vont pouvoir passer. Si maintenant on rajoute un autre polariseur, vous voyez, orienté dans l'autre direction, eh bien plus aucune vibration ne va pouvoir traverser ce dispositif fait de deux polariseurs. En orientant donc deux polariseurs, on va pouvoir régler la quantité de lumière qui passe, puisque vous voyez ici, au début j'ai beaucoup de lumière. Si je mets ce polariseur, seuls les rayons parallèles peuvent passer, donc du coup j'ai quand même éliminé une grosse quantité de lumière. Et si j'en rajoute un deuxième complètement à 90 degrés par rapport à l'autre, eh bien je peux complètement couper la lumière. Alors ces fameux polariseurs, ils sont partout. On peut en avoir sur nos verres de lunettes, sur des appareils photo, sur vos écrans d'ordinateur, les écrans de télé, vos écrans de téléphone. La question qu'on peut se poser, mais pourquoi on utilise ces polariseurs sur ces écrans? Alors un écran, communément, on appelle ces écrans des écrans à cristaux liquides, Liquid Crystals Display, des afficheurs à cristaux liquides. Alors avant toute chose, un écran, c'est déjà ce qu'on appelle une source de lumière, puisque lorsque vous branchez un écran, il s'allume. Alors, si on zoome un petit peu sur un écran, ça vous le savez, vous allez découvrir des petits carrés. Ces petits carrés s'appellent donc des pixels. Il y en a à peu près 1080 ici sur la hauteur et 1920 sur la largeur. Donc pour un écran Full HD, ça représente à peu près 2 millions de pixels. Si on zoome encore et qu'on regarde un pixel, c'est quoi? C'est un espèce de petit cube à l'intérieur duquel on va avoir justement ces fameux cristaux liquides. Donc ici vous avez l'exemple là d'un cristal liquide. Ce sont des bâtonnets, hein, vous voyez cette molécule à la forme de bâton, et donc ce sont ces bâtonnets ici que je vous ai représentés. Alors, essayons de voir également encore qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un écran. Eh bien, si vous prenez une loupe, je répète, vous allez voir ces petits pixels, mais ce qui est surtout intéressant de savoir, c'est que derrière votre écran, vous avez un polariseur, vous voyez, orienté dans cette direction-là, et sur la face avant de votre écran, vous avez un autre polariseur orienté à 90 degrés par rapport au précédent. Alors, regardons justement ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que si on mettait deux polariseurs orientés comme ça, la lumière ne pouvait pas passer à travers. Eh bien, votre écran, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer des tensions aux bornes de ces petits cristaux liquides, de ces petits pixels, et regardez ce qui se passe lorsqu'on applique une tension. Cette tension va venir faire tourner les cristaux liquides, et en les faisant tourner, ces cristaux vont réorienter la lumière, et donc une partie de la lumière va pouvoir passer après le polariseur qui est situé sur votre écran.
Donc en contrôlant ici la tension, on va pouvoir contrôler la quantité de lumière qui va sortir de l'écran. On a donc réalisé, grâce à ces cristaux liquides et ces deux polariseurs plus la tension, on a réalisé un dispositif qui, lorsqu'on l'éclaire, permet d'ajuster la quantité de lumière qui en ressort en fonction donc d'un signal électrique. Donc je vous le remontre encore une fois. Un écran, c'est une source de lumière. Au début, les deux polariseurs sont croisés, rien ne sort, l'écran apparaît noir. Mais en appliquant une tension, on peut contrôler l'orientation des cristaux liquides qui vont faire tourner la lumière et donc régler la quantité de lumière qui sort. Alors tout ça, c'est très bien. Seul problème, c'est que ici, on a seulement réalisé un écran noir et blanc. On n'a pas fait encore d'écran couleur. Comment, du coup, générer la couleur? Alors ça, vous le savez, je pense qu'en mélangeant trois couleurs, le rouge, le vert et le bleu, on est capable de faire n'importe quelle couleur. Par exemple, si on remélange après du rouge et du vert, on peut avoir du jaune. Si on remélange maintenant ce jaune, alors oui, en fonction également de la quantité de jaune, la quantité de rouge, on peut faire d'autres couleurs. Si on mélange du vert et du bleu, on a du cyan, etc. Et si on mélange ces trois couleurs ensemble, donc le rouge, le vert et le bleu, eh bien ici on observe du blanc. Donc grâce à trois couleurs, on est capable de faire n'importe quelle couleur. Alors si je reviens sur mon écran, eh bien il faut savoir que les cristaux liquides que je vous ai montrés, et surtout les pixels que je vous ai montrés, je vous ai dit qu'il y en avait 2 millions, eh bien en fait il y en a plus que 2 millions, puisque chacun de ces pixels est divisé en 3 sous-pixels, on le voit ici. Et qu'est-ce qu'on est venu faire? Qu'est-ce que nos scientifiques ont fait? Ils sont venus rajouter un filtre de couleur rouge, un filtre de couleur vert et un filtre de couleur bleue. Si bien que, ici, en réglant, en appliquant donc une tension ici, on peut régler la quantité de rouge qui sort à l'intérieur de ce pixel-là, à côté la quantité de vert qui pourrait en sortir, et à côté la quantité de bleu. Et comme on l'a dit avant, en mélangeant du rouge, une proportion de rouge avec une proportion de vert et une proportion de bleu, eh bien on peut générer n'importe quelle couleur à la sortie de ce pixel. En appliquant donc ce principe à chaque pixel de votre écran, on peut créer un écran LCD couleur. Pour un écran Full HD, on a dit qu'il y avait 1920 par à peu près 1080 pixels, et on va multiplier par 3 puisqu'il y a 3 sous-pixels, et donc on a un peu plus de 6 millions de pixels à contrôler électriquement. Ça en fait des informations qui circulent à l'intérieur de votre ordinateur, de votre télé, de votre téléphone, pour afficher quelque chose sur un écran. Alors la question qu'on se pose là depuis le début, c'est réaliser un écran invisible. Comment faire ça? Eh bien, si vous regardez la différence entre ce schéma-là et le schéma que je vous ai montré avant, pour rendre un écran invisible, ce qu'on va faire, c'est simplement enlever le polariseur, alors pas celui qui est derrière l'écran, parce que ça c'est un peu compliqué, mais on va venir enlever celui qui est devant l'écran. Alors pour ce faire, c'est relativement simple. Alors il faut faire attention quand même. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un cutter, et grâce au cutter, je suis venu découper les bords de l'écran, et j'ai ôté le film qui est devant, et ce film, c'est un polariseur. Alors pour mieux comprendre, je vais vous montrer maintenant l'écran en vrai, et puis on va discuter un petit peu autour de cet écran. Bien, donc nous voici devant ce fameux écran invisible. Donc comme vous pouvez le voir sur la droite, on a un écran d'ordinateur et un ordinateur classique, si je puis dire, donc un ordinateur portable. Et j'ai relié cet ordinateur portable à un écran, donc sur votre gauche. Voilà, donc un écran LCD classique, mais sur lequel nous avons enlevé, comme je vous l'avais expliqué, la couche de polariseur qui est devant. Ici dans la main, j'ai justement récupéré un bout de la couche du polariseur qui est devant, donc j'ai découpé un carré de ce polariseur. Et donc regardez bien, donc on entend effectivement qu'il y a l'air d'avoir un film qui tourne, hein. Pourtant sur l'écran de droite on ne voit pas de film, et je vous assure que sur l'écran de gauche il y a un film qui tourne. Regardez bien, si je viens mettre le polariseur ici devant, eh bien on vient voir, voilà, on a bien une image qui est en train d'être diffusée sur cet écran. Pourtant l'écran reste totalement invisible, totalement blanc. Alors, pourquoi est-ce qu'il apparaît blanc? Si on se souvient du dernier schéma que je vous ai montré, étant donné qu'on a enlevé le film polarisant qui est devant,
On a donc le filtre rouge, le filtre vert et le filtre bleu qui restent. Et quand on mélange du rouge, du vert et du bleu, quelle est la couleur qu'on obtient? C'est du blanc. C'est pour ça que cet écran apparaît tout blanc. Et pour retrouver donc les bonnes couleurs de l'écran, il faut donc remettre le polariseur. Alors il faut le remettre dans le bon sens. On se souvient que les deux polariseurs, il y en avait un qui devait être orienté d'une certaine manière et l'autre à 90 degrés par rapport à celui-là. Donc ici je le mets dans un sens, regardez, si je le tourne un petit peu, vous voyez que là du coup on a des choses un peu bizarres, on a un mélange de couleurs bizarres qui apparaît. Hein. Donc tout simplement parce que ben voilà, il n'est pas orienté dans le bon sens. Donc le mélange de couleurs, la proportion des couleurs qui se mélangent, la proportion de vert, de rouge et de bleu n'est plus la bonne. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas la bonne couleur. Donc là il faut retrouver voilà, le bon sens, donc c'est visiblement celui-là. Et là on accède bien à l'image qui est sur l'écran. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo Fête de la Science. Merci à vous.